C'est à nouveau ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est ma petite dose de bonne humeur mensuelle, ces webinaires, quand je vois le nombre de participants qui continue de croître chaque mois. C'est super, donc vraiment, merci à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Yves Le Grouillet, directeur marketing chez iAdvise. Et aujourd'hui, je souhaitais aborder une thématique un peu différente de d'habitude autour de l'innovation et surtout de la conduite du changement, finalement, à l'ère de l'IA. Alors, pourquoi cette thématique me tient à cœur? Parce que je trouve qu'on vit une période qui est super schizophrène. D'un côté, on le répète en permanence, l'IA, c'est la révolution qui redistribue les cartes, mieux que n'importe quelle techno avant, notamment dans le secteur du retail. Et puis, et en même temps, c'est un peu indiscutable parce que depuis 2 ans, ChatGPT, Gemini, Claude, c'est devenu notre nouveau réflexe au quotidien, dans la vie pro comme dans la vie perso. On en parlait juste avant. Mais de l'autre, la plupart des entreprises, elles avancent avec des budgets limités, une pression ROI permanente, des contraintes et un quotidien qui n'est pas celui d'un laboratoire de R&D. Donc bref, on nous demande d'aller toujours plus vite et de préparer demain, mais sans trahir le business d'aujourd'hui. Et quand vous êtes une marque, une maison qui existe depuis plus d'un siècle avec un ADN historique, l'équation se corse. Alors comment on choisit ses batailles? Qu'est-ce qu'on lance? Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Comment on embarque ses équipes et sa direction? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Alexandre Florent, qui est Head of Innovation et Stratégie Digitale chez Groupe Richard. Bonjour à Pierre-Alexandre, tous. merci et bienvenue. Merci beaucoup et puis bonjour à tous. Du coup, je parlais donc du groupe Richard, Pierre-Alexandre, c'est une maison donc qui fournit café, vin au café, bistrot, restaurant, hôtel en France depuis 1892. Je t'avoue que j'ai repris la date 3 fois quand on en a parlé la première fois. Donc avec une dimension B2B, mais aussi B2C, on en parlera sûrement. Mais peut-être que le mieux, c'est que tu nous en dises un petit peu 2 mots sur le groupe aujourd'hui, puis aussi ton rôle, Head of Innovation, là-dedans, voilà, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, déjà le groupe, parce que c'est vrai qu'il est notamment connu pour une marque qui est la marque des Cafés Richard, hein, que Ouais, beaucoup de personnes connaissent dans les bistrots et les restaurants parisiens. Mais historiquement, en fait, il a été quand même créé sur la branche alcool, donc d'accord. sur la partie vin notamment. Donc 1892, c'est cette naissance-là. Donc il y a deux axes et deux filières. Il y a la filière café et thé, il y a la filière vin et spiritueux et soft maintenant. Donc sur le B2B et sur le B2C pour les deux filières, avec une maîtrise de l'intégralité de la chaîne de valeur, donc de la production jusqu'au consommateur final. Donc moi, à l'intérieur de tout ça, j'accompagne les différentes entités du groupe, donc il y en a des dizaines, dans Ok. l'objectif de terminer déjà la transformation digitale, anticiper la transition IA, et puis former, fédérer, et beaucoup d'humains derrière tout ça. Ok, sacrée mission sur autant sur autant d'entités, sacrée mission. Euh, Après, l'objectif, c'est quand même de pérenniser la société. Hein, ouais, c'est c'est clair. surtout ça. Du coup, tu le disais, maison depuis plus d'un siècle, Ouais. donc forcément, quand tu es dans une maison avec autant d'historique, tu dois avoir des habitudes hyper ancrées, des process qui sont là, qui ont fait leurs preuves depuis des années. Du coup, quand tu débarques avec un sujet d'innovation, euh, tu te heurtes à quoi en premier? C'est quoi le premier réflexe que tu vois? La première chose, alors il y a deux. En fait, pour moi, il y a deux choses. On va avoir l'historique potentiellement IT, notamment. Bon, là, on va parler d'innovation digitale IA, donc ça va plutôt être l'historique IT. Où quand on est une startup, on arrive avec, on a beaucoup moins d'historique, donc on peut créer toute une stack technique, on peut monter des choses beaucoup plus facilement. Là où nous, on a des années et des années d'historique sur lequel on a formé des gens, sur lesquels les gens ont appris pendant des années. Et là, on arrive sur le deuxième point qui est l'accompagnement au changement, qui est un des piliers de mon travail au quotidien. C'est cette partie-là qui est la plus complexe parce Ouais. que, parce que la manière dont les gens ont été configurés pendant des années mentalement, la manière dont ils travaillent aujourd'hui, ou qu'ils ont travaillé pendant des années en termes de process, aujourd'hui potentiellement remise en question avec et des nouveaux outils, mais également peut-être une peur, notamment sur la partie, une Ouais, crainte. du coup, je saute sur l'occasion, tu parles de conduite de changement, de change Mm, management. Tu me disais, quand on
quand on a préparé ce webinaire la semaine dernière, que pour être bon en digital, il faut d'abord être bon sur l'humain. Tu mets quoi derrière ça? Parce que, en fait, c'est presque l'inverse de ce qu'on nous rabâche à longueur de temps quand on parle de la tech. C'est, tu vois, solopreneur, je monte ma boîte tout seul, on n'a plus besoin de gens. L'enjeu, il est dans la techno, l'adoption de la techno, etc. En fait, le Toi, tu problème, dis que c'est c'est qu'on l'humain. peut mettre n'importe quel outil à disposition des gens. S'ils n'ont pas envie de l'utiliser, on va perdre de l'argent, on va perdre du temps et ça n'a aucun sens. Donc, en fait, il faut arriver à comprendre. C'est comme, je disais, un très bon UX designer, il a aussi énormément d'empathie parce qu'il va se mettre à la place de la personne quand il va naviguer sur un site internet, par exemple. Il Ouais. va essayer de comprendre quels sont les leviers, quel est le besoin du client ou de l'utilisateur du site. Nous, quand on vient innover dans une société, on va essayer de se mettre à la place aussi de nos collaborateurs ou du client, mais si on reste sur de l'interne, en tout cas à la place du collaborateur pour essayer de comprendre ses problématiques, ses besoins et comment le faire adhérer à un projet qu'on va lui mettre à disposition, un nouvel outil qu'on va lui mettre à disposition. Voilà, et puis il y a des niveaux de maturité qui sont aussi quand même assez hétérogènes, donc il faut arriver à s'adapter à ça Ouais. pour essayer de créer de l'adhésion. euh, mais l'axe principal pour moi, c'est la communication. Enfin, on l'oublie souvent, mais la communication en entreprise, c'est pas simplement donner de l'information, on va faire ça, c'est aussi d'expliquer, comprendre, et puis accompagner. C'est du bon sens. Ouais, ouais, ouais. Tu me disais en parlant d'adoption et de technologie, ça me fait beaucoup sourire que, en fait, c'est dans certaines entités du groupe, vous recevez encore des fax, quoi, en Ouais. 2026, et que bon, déployer les derniers modèles d'IA, quand on est encore avec certaines personnes qui utilisent le fax, c'est un vrai grand écart au quotidien, quoi. Mais en fait, c'est assez drôle parce qu'on a commencé notre premier POC IA qui est passé, c'est même plus un POC maintenant parce que c'est un projet en mars dernier avec les équipes. Et à côté de ça, on reçoit, donc notamment sur de l'intégration de commandes, donc c'était quelque chose d'assez simple sur la fluidification d'intégration de commandes directement dans notre ERP. Et à côté de ça, on reçoit encore des fax. En même temps, une personne qui a travaillé avec nous depuis 30, 40 ans, qui continue de travailler avec nous. Du jour au lendemain, je vais dire arrête de travailler comme ça, change, maintenant, va utiliser tel outil, tel outil, tel outil. S'il a encore envie de nous envoyer des fax, ça fait partie un peu du métier. Il faut savoir s'adapter. Et puis, ça va peut-être encore durer 2 ans jusqu'à temps qu'il arrête son activité. Mais tant qu'il continue son activité, il a toujours été fidèle à la maison. Je lui dois un respect aussi. On lui doit tous un respect aussi pour ce niveau de fidélité. C'est assez rare aujourd'hui. On l'accepte. Voilà, on accepte encore Ouais. son fait. Mais c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'on vient développer, on vient mettre en place ces nouveaux process d'IA. À côté de ça, on reçoit encore des Ouais. éléments. 90, je crois. Je ne sais même plus quand est-ce qu'est arrivé le fax. Mais... Ouais, c'est un vieux Années souvenir. 90, Déjà, même pour moi, c'est un vieux souvenir, j'avoue. c'est un mes souvenirs. Donc c'est assez intéressant. Mais je pense qu'il faut savoir s'adapter. C'est un peu à la carte. Mais ça fait partie des enjeux, hein. Cette Ouais. capacité à pouvoir s'adapter aux clients, à des niveaux de maturité complètement différents. Enfin, un client, imaginons, donc, on est dans le secteur du CHR, principalement sur la partie B2B, mais un client qui a 20 ans, qui arrive sur le marché, 20, 25 ans, qui vient de récupérer une gérance d'un restaurant, une personne qui est là depuis 40 ans, c'est pas du tout les mêmes habitudes. Hmm. Tu peux pas Voilà. traiter le sujet de la même façon, c'est Non, sûr. tu peux pas traiter le sujet de la même façon, potentiellement, mais ça a des impacts aussi sur la partie commerciale qui sont assez importants parce que tu vas avoir un commercial qui a une relation humaine extrêmement puissante avec son client. Et à côté de ça, un nouvel entrant qui, lui, a des habitudes qui ont été construites différemment et qui va plutôt vouloir avoir de l'instantanéité et du service et qui va être, si on parle sur de la commande, la génération Amazon et va vouloir sa commande immédiatement, son dépannage dans les 2 heures. Ouais. Et donc, c'est complètement distinct. Il y Il n'y a pas de a, relation humaine. il y a Christophe dans le chat qui nous pose une double question. Je me permets de la prendre parce que je trouve ça chouette. N'hésitez pas à poser vos questions. La première, c'est est-ce qu'une entreprise qui va se créer aujourd'hui doit-elle forcément incorporer l'IA dès le départ? Et la deuxième, c'est que pensez-vous des entreprises qui font machine arrière après avoir licencié des gens qui pensaient remplacés par l'IA? Et qu'est-ce qu'ils ont raté selon nous? Bon,
Moi, je peux te donner mon avis sur la deuxième, sur ces boîtes qui font machine arrière après avoir licencié. Il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que je pense que c'est un phénomène d'ailleurs qu'on a beaucoup vu aux États-Unis sur ces licenciements massifs avec l'arrivée de l'IA. Je pense qu'en fait, c'était plus un prétexte que la vraie raison. Il y a beaucoup de ces boîtes qui avaient énormément recruté quand l'argent était peu cher et que ça faisait partie de leur thèse de croissance. Mais ces géants, Salesforce, Google, Meta, ont beaucoup recruté. Je pense qu'ils ont un petit peu utilisé l'IA comme argument pour dégraisser leurs organisations, mais que ce n'était pas forcément l'enjeu premier. Et puis le deuxième, c'est qu'en vrai, à chaque rupture technologique, oui, peut-être que sur le long terme, il y a des gains de productivité, mais la réalité, c'est qu'à très court terme, on a plus besoin de monde pour adopter cette technologie que ce que la technologie remplace. Il y a toujours une phase d'augmentation. On le voit d'ailleurs sur le métier des développeurs. Il y a 3 ans, tout le monde disait ça va être la mort du développeur. Bon, il n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi pour des développeurs aux États-Unis qu'actuellement, parce qu'en fait, pour mettre en place ces modèles, pour les exploiter à 200%, pour expérimenter finalement, il y a besoin de gens. Donc, je ne sais pas si elles ont raté quelque chose ou si c'était un acte manqué volontaire voilà, sur ce premier. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pierre-Alexandre, comment peut-être vous l'avez vécu aussi dans le groupe, toutes ces thèses et tous ces discours sur réduction d'effectifs. Nous, on n'est pas du tout dans cette approche de réduction d'effectifs. C'est pas forcément on est plutôt à essayer de générer de la valeur ou travailler différemment ou qu'est-ce que ça peut nous apporter. Évidemment, on reste quand même des entreprises, donc il y a aussi des sujets c'est vrai que sur certains métiers à faible valeur ajoutée, en tout cas aujourd'hui, en 2026, oui, il y a peut-être une transition à avoir, c'est une réalité, mais comme dans toute transition ou toute grande innovation dans le marché. Après, je pense qu'il faut prendre le temps, il faut voir aussi d'où l'importance de faire des POC, de regarder comment les personnes utilisent aussi l'outil. Est-ce qu'on va être sur du gain de productivité? Est-ce que ça va nous permettre d'engager plus de travail? Donc, puisqu'on va plutôt être sur une diminution, qu'est-ce qu'on va faire? Si on libère 30% du temps à une personne, c'est 30% du temps. Est-ce qu'on l'accorde à faire d'autres tâches? Est-ce qu'on l'accorde à la formation? Donc là, on va plutôt être sur des sujets RH. Voilà. Et après, sur la première question de Christophe, une entreprise qui va se créer doit-elle incorporer l'IA dès le départ? Je pense que c'est une obligation. Aujourd'hui, en tout cas. Après, c'est à petite dose. C'est pas forcément je vais me permettre le terme, mais pleine balle, on ouvre toutes les portes, on y va, on fait que de l'IA. Surtout pas parce que là, je pense qu'on va faire des erreurs. J'ai un exemple concret. Nous, il y a quelques années, on avait testé la mise en place sur une de nos branches d'un outil qui permettait de générer des cartes en fonction des cartes de vin, des cartes de bistrot avec un algorithme d'IA. Ouais. Et ça n'avait pas marché parce que même si on lui donnait énormément de choses, il y avait le rapport humain qui ne fonctionnait pas, donc c'était lié à notre activité. Et puis même le niveau de pertinence, d'expertise, on avait potentiellement une dégradation de notre expertise. Donc quelle est votre expertise métier aussi qui va être irremplaçable demain, ou en tout cas qui peut être sur lequel vous pouvez travailler en termes de gain de productivité par exemple, mais qu'est-ce qui va faire que votre expertise elle est importante et qu'elle est différenciante. Je pense que ça c'est un vrai sujet. Et on va tous travailler différemment là-dessus. Mais nous, on l'intègre maintenant sur chaque projet. Chaque projet, on demande toujours une petite brique IA. Pas forcément tout, mais au moins qu'on commence en termes d'acculturation, de transition. On sait qu'on en a à peu près pour 5 ans, 3 à 5 ans de transition avant que le marché se stabilise un petit peu sur la partie IA. Et c'est ce qu'on voit, hein, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est à peu près ce qu'on voit. Donc, sur ce temps-là, c'est comment on acculture, on fait adhérer les gens, on les accompagne. Il y aura aussi du mouvement dans les entreprises. Ça fait partie de la vie d'une entreprise et il faut travailler avec. Ouais, tu parles du coup de plein de petits projets là, du coup. Oui. J'imagine que, évidemment, tu as une liste de projets IA qui est plus longue que ce que tu peux financer ou que le temps que tu peux y allouer. Du coup, comment tu fais le tri aujourd'hui? C'est quoi un peu ta grille de décision pour décider que ce projet il mérite du temps et du budget et qu'un autre doit attendre? Tu parlais d'en injecter un peu dans chaque projet. C'est quoi ton approche?
En fait, moi, ma première approche, c'est la maturité du chef de projet ou du collaborateur. Ok, Si, alors, pas forcément le chef du projet, d'ailleurs, je dis ça, mais en tout cas de la personne qui va utiliser l'outil, si on parle d'un outil ou la solution qu'on va lui mettre à disposition. Parce que s'il n'y a pas d'appétence, volonté, de bande passante sur le collaborateur, ça sera forcément un échec. En fait, je vais lui obliger à utiliser un outil qui, sur la plupart du temps, sur quelque chose qui fonctionne déjà, hein, voilà, ça fonctionne pour lui au quotidien, ça lui prend un peu de temps, mais ça fonctionne. Donc, il va devoir s'investir il faut qu'il ait ce niveau d'appétence. Donc, je dirais la maturité. Ça, ok. c'est vraiment la maturité du collaborateur. C'est pour ça qu'on en revient au final à l'humain. Hmm. Ouais. Pour moi, c'est primordial. L'humain, toujours l'humain. Ah, toujours l'humain. Mais c'est assez paradoxal hein, quand même. Enfin, Ouais, ouais. honnêtement, on parle. De parler autant d'IA pour toujours atterrir sur de l'humain. Euh, on parle d'humain dans les usages et la priorité des projets, mais il y a aussi l'humain dans la partie adhésion du projet. D'ailleurs, ça fait un peu écho à la question d'Ophélie dans le chat. Moi, je voulais te demander comment tu fais pour embarquer ton comité de direction dans des projets IA qui peuvent sembler risqués, lointains. Comment ça se passe avec ton comité de direction? Ophélie, elle prenait l'exemple de la peur que l'IA dégrade l'image de marque. Mm, Par exemple, le ton d'un agent IA, mm, comme on fait chez iAdvise, hein, mm. l'agent IA qui est disponible sur les fiches produits de ton site web. Comment tu fais pour rassurer que si, en fait, ça va bien respecter ma marque et que ça va pas, qu'il n'y a pas des risques de dérapage Je incontrôlés? pense qu'il y a plusieurs questions là-dedans. Alors, je vais parler de notre expérience, nous, au sein du groupe, sur un groupe avec de nombreuses entités, donc multi-entités. Ça fonctionne bien aujourd'hui avec le retour. En tout cas, c'est un retour que j'ai eu de la part de tout le monde. Donc, nous, on a créé un comité digital transverse au niveau du groupe, sur lequel on investit et du temps, mais également les personnes se sentent quand même assez concernées. Ces personnes, c'est des directions transverses de plusieurs entités qui font partie de ce comité. Et dedans, on traite notamment des sujets d'IA. Et on échange beaucoup. Et ça crée de l'adhésion. Donc, en fait, on va essayer de faire adhérer aussi le comité par le fait en tout cas les différentes directions générales, par le fait qu'ils portent même aussi les sujets au sein de leur entité et que ils ont l'impression, c'est un peu que c'est aussi leur projet. Donc on va donner de l'importance à ça. C'est pas quelque chose, une décision qui est top-down, c'est co-construit tous ensemble en déterminant les leviers des sources de valeur. Et puis après, bah, ça change pas grand-chose. Hein. On va parler, quand on parle des directions, en fonction du type de direction que vous avez en face de vous. Bon, la plupart du temps, c'est business. Hein. Ça peut être aussi RSE, ça peut être aussi. Faut avoir un peu de bon sens là-dessus pour essayer de trouver les mots et puis les leviers pour faire en sorte que la direction adhère. Et ça peut être différent en fonction des profils que vous avez. Il y a pas de, faut savoir s'adapter. Je pense que c'est le maître mot là-dessus. Faut savoir s'adapter, communiquer, Ouais. et puis accepter aussi de faire des erreurs. Hein. Enfin, ça Ouais, c'est un. d'ailleurs, je le dis souvent, on est plus exigeant avec l'IA avec des Mais bien sûr, collaborateurs. Il y a mais bien plein sûr. de collaborateurs qui disent des bêtises dans les magasins Ah, physiques, dans les centres de contact. Mais oui, c'est moins. là, je pense que la pire chose pour une entreprise, par exemple comme la nôtre, mais comme pour beaucoup, c'est l'immobilisme. Ne pas tenter, ne pas essayer. Ouais. Ça, c'est un danger. Nous, on l'a vécu, on a eu du mal à l'époque dans notre transformation digitale et elle n'est pas terminée. On parle de fax, on parle de numérisation. Ouais. Là, il y a une transition IA qui arrive. Je ne parle pas forcément de transformation, mais de transition, parce que ça rentre pour moi dans la transformation digitale d'une société. Et, euh, et puis, ben, c'est hyper important, en tout cas, de y aller, de tester, de pas en tout cas subir tout ça et d'accepter potentiellement de se tromper. Et donc là, pour moi, le POC est un vrai outil plutôt que faire un long projet sur Hmm. très long terme
On peut en plus, bon, pas si on en parlera tout à l'heure, mais multiplier les risques ou faire pas mal de choses, pour Ouais. faire du POC avec les bonnes personnes qui ont un niveau de maturité, qui vont prendre le sujet et qui ensuite vont aussi embarquer les gens au sein de la société parce que les collaborateurs qui ont testé des outils pour lesquels ils y trouvent une pertinence, un, ils se sentent valorisés, deux, ils vont le communiquer au sein de la société. Donc, trois, ils vont créer une dynamique d'entreprise, dynamique de groupe pour justement accélérer le processus. Donc, il faut arriver à trouver les bonnes personnes. Et avant qu'on attaque ce sujet de POC, de comment tu mets un projet en place, je voulais juste clôturer ce sujet finalement de l'adhésion, parce qu'on a parlé de l'adhésion, de la direction, mais il y a aussi celle du terrain. Je trouve d'ailleurs la question de Guillaume, que je salue, ça me fait plaisir de te voir dans le chat, Guillaume, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Sur l'adoption du terrain, moi, je m'étais noté, tu vois, la vraie crainte chez les collaborateurs, c'est voilà, la peur du DSI qui va voir les questions que tu poses en copilote et du coup qui va préférer utiliser sa licence ChatGPT perso. Ça va être dans le cadre de Guillaume, comment tu fais pour que, c'est cool d'acheter des outils, mais comment tu fais pour former les gens, puisqu'en fait c'est bien d'avoir les outils, mais s'ils ne savent pas les utiliser correctement, s'il n'y a pas d'appétence. Bref, comment tu gères ça, finalement, de l'adhésion des collaborateurs aux solutions que tu essayes de déployer, la formation? Bah, nous, on passe En beaucoup ça de désirable, temps. quoi, presque. Ouais, alors on passe beaucoup de temps, et moi le premier là-dessus, c'est-à-dire on fait de l'individuel. On fait de l'individuel pour éviter, je vais parler d'historique là aussi par rapport à notre société, quand on avait mis en place toute la suite M365 au sein de la société, Ouais. on avait choisi de mettre ça en place et on a décidé, on l'a obligé pour tout le monde et puis c'était comme ça, pas autrement, et ça a été très compliqué dans l'accompagnement au changement. Ce qui fait qu'on a continué, les gens ont continué à avoir des réseaux à côté, à droite et à gauche. Ça a été un peu particulier. Et pour éviter justement ça, et notamment aussi pour des questions de coûts de licence divers et variés en fonction des outils qu'on va mettre à disposition, on fait des formations individuelles. Et en fait, on se rend OK. compte que dans ces formations individuelles, la plupart du temps, ce que demandent les gens, je parle pas d'agentique parce qu'en fait, nous, on a peut-être des niveaux, en fonction des personnes qu'il y a dans le chat, des niveaux de maturité sur notamment la partie process. On va intégrer des agents pour gagner en productivité, pour fluidifier des choses, automatiser des process de manière générale. En tout cas, si on redescend en collaborateur, parce que pour moi, c'est ça aussi qui va faire qu'une entreprise sera performante avec les outils qu'elle mettra en place, on se rend compte que la plupart du temps, le besoin, il va être sur de la gestion de mail, de la gestion d'Excel, Mmh. de l'utilisation d'Excel, de la rédaction documentaire, etc. Des trucs simples. 80%, des trucs très simples, c'est de la bureautique. 80% des gens aujourd'hui qu'on accompagne dans la mise en place d'outils à leur disposition, ils veulent de la bureautique. Les gens me disent, oui, j'aimerais bien un outil de gestion pour pouvoir trier mes mails, etc. Vous avez des gestions des règles de gestion d'un Outlook. Donc, Ouais. c'est pas ils pensent que l'IA va les aider alors qu'ils ont déjà les outils au quotidien pour pouvoir faire ce qu'ils souhaitent. Et donc, c'est hyper intéressant, ce niveau d'accompagnement personnel, parce que déjà, les personnes sont beaucoup plus libres de parler, d'évoquer des difficultés qu'elles vont rencontrer au quotidien, et il faut les écouter là-dessus. Et donc, du coup, vous prenez aussi les éléments. Alors, ça demande beaucoup de temps, hein, on va pas se mentir, on a Ouais. ce luxe-là de pouvoir l'accorder aussi. Mais vous prenez tous ces éléments-là et en fait, vous lancez vraiment votre transformation, votre transition IA. Et puis après, vous faites des points réguliers. Donc, nous, là, on va faire un point tous les mois à la rentrée en septembre. Est-ce que tu utilises, est-ce que tu n'utilises pas, tu utilises que pour ça, etc. Et ça, c'est intéressant. Et ça vous permet aussi de faire passer les bons messages. La responsabilisation, donc là, je revenais à la question, je crois que c'était Ophélie, si je dis pas de bêtises, qui posait cette question-là, notamment sur la partie marketing, fiche produit, dégradation Ouais. du ton. C'est un vrai sujet qu'on a avec les équipes marketing qui sont assez utilisatrices des outils IA de manière générale. Et pour moi, c'est le rôle du manager aussi, de pas, enfin, d'accompagner ces équipes, parce qu'on ne peut pas tous les accompagner nous au quotidien, mais en tout cas pour éviter qu'il y ait une déperdition d'expertise, l'IA va rester un outil.
qui va permettre de gagner en productivité pour, par exemple, générer du contenu écrit, on va dire textuel, ou de la fiche produit, mais il ne doit pas se substituer complètement à l'expertise du collaborateur. Et ça, c'est un point hyper important. Donc, on va nous déplacer la valeur sur l'expertise de la personne, la relecture, l'analyse. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Retravail des éléments. Potentiellement, viens faire apprendre à l'IA aussi tout ça pour que demain, ça soit encore plus productif pour toi. Mais attention à éviter la dégradation de l'image de marque. Et ça, ou l'image de marque, ou de l'expertise d'un métier. Mais on parle de contenu, mais ça peut être sur plein d'autres sujets différents. Quelle est l'expertise de votre entreprise qui ne doit surtout pas être dégradée? Où est-ce que vous mettez le plus gros point de vigilance? Il va y avoir la partie juridique, il va y avoir peut-être la partie business, il va y avoir la partie dégradation de l'image de marque marketing. On a une entité avec un positionnement que nous, par exemple, on veut garder assez haut de gamme. Si vous faites du haut de gamme, à un moment donné, vous ne pouvez pas générer des images en IA. Il va falloir avoir parce que vous allez vous adresser à une clientèle qui, en plus, potentiellement va le voir et va dire non, mais j'ai envie de différenciation. Donc, ça peut devenir aussi, d'un point de vue business, un axe de différenciation. Justement, de éviter de travailler comme ça et de le valoriser, le fait de travailler. Conserver une authenticité. Exactement. Ouais. Exactement. Et pour certains, de jouer avec l'humour, même. Nous, oui. On y réfléchit en interne de tourner un petit peu en dérision cette production par l'IA pour assumer ça, carrément. Faut réfléchir autrement, faut penser différemment. L'IA est là, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont nos opportunités par rapport à ça? Et en fonction des marques, ça peut être intéressant de l'exploiter. Mais je retiens vraiment tout ce que tu as dit au début, parce qu'en fait, ça m'a fait sourire ce côté aller au niveau individuel et accompagner presque par l'exemple et la formation. Parce que même dans une structure comme iAdvise, on construit de l'IA, enfin, on construit un produit qui l'exploite à 200%, on n'est que 150. Reste une taille très agile, très start-up. On fait exactement la même recette. La meilleure façon que les équipes l'adoptent, c'est de s'asseoir à côté d'elles et de les utiliser sur des cas concrets. Il n'y a pas de doute. C'est une évidence. Tu as mentionné depuis, ça fait déjà 30 minutes, c'est fou. Tu as mentionné au début de l'échange plusieurs fois le fameux mot POC, le Proof of Concept, de tester sur un périmètre plutôt que de tout lancer tout d'un coup. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble pour déployer l'assistant shopping IA d'iAdvise aussi. Tout à fait. Chez vous. Pourquoi Stripe? Est-ce que ça t'a jamais eu peur d'être trop lent face à une concurrence qui fonce? Enfin, voilà, qu'est-ce que... Ou peut-être que tu as un exemple d'un truc que tu as testé d'abord, qui t'a évité de te planter en grand. C'est quoi qui a nourri cette logique que tu as de préférer la Je pense prudence? qu'il y a plusieurs choses, je t'avoue. La première, déjà, elle est liée à mon organisation. Ok. Essayer de faire gagner un petit peu en agilité. On a la possibilité aussi de pouvoir utiliser. Donc, on fait principalement du B2B, mais on a aussi des entreprises B2C que tu citais tout à l'heure, notamment pour laquelle on travaille ensemble. Et donc, on va utiliser, par exemple, ces entreprises B2C ou ces plus petites structures pour pouvoir tester des choses. Donc là, faire une preuve de concept pour pouvoir potentiellement ensuite l'amener sur un univers beaucoup plus large avec un impact business beaucoup plus important. Mais au moins, on aura testé, on aura acculturé, on aura aussi... L'intérêt de faire du POC aussi, c'est d'acculturer. C'est vraiment tout ça qui rentre en ligne de compte. Et puis, si on se trompe, au moins, c'est minimisé. Ça demande du temps, mais on minimise aussi les risques. Et j'en reviens aussi à cette approche projet de manière générale qui est évoquée. Dans la culture projet, c'est vrai qu'on avait tendance à créer des projets sur le long terme, 1 an de projet, 2 ans de projet. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Déjà parce qu'en fait, ça va beaucoup plus vite. Alors après, nous, personnellement, moi, j'ai fait le deuil de me dire la concurrence, il y aura toujours des gens qui iront plus vite que moi. Donc, j'essaie simplement d'accélérer le rythme, mais je sais pas une course. En fait, sinon, ça va être une course constante. L'idée, c'est de trouver le juste milieu entre un projet robuste et pas rigide. Voilà. Et robuste, gagner en agilité.
c'est les deux. Donc, il faut qu'on reste robuste, mais qu'on gagne quand même un peu en agilité. Là où on faisait des projets assez rigides, avec peut-être des gros ERP, des grosses structures IT derrière, des grosses stacks techniques qui sont dures après à maîtriser, qui coûtent assez cher. Ça fonctionne super bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va nous demander, on est challengé sur d'autres choses. Et il faut aller un peu plus vite, en tout cas gagner dans ce niveau d'agilité-là, que ce soit autant sur la partie business que sur la partie risque, parce que un projet qui va aujourd'hui mettre 1 an, potentiellement au moment où il va sortir, bah, il sera déjà caduque. Ouais, Là où à l'époque, c'était pas forcément le ouais, cas, bien sûr. ou obsolète. Mm. Et donc, on va dépenser énormément de temps et d'énergie, parce que on parle souvent des coûts directs, mais on oublie les coûts indirects. Mais on augmente le risque sur un projet d'1 an d'avoir des phénomènes économiques ou financiers, des perditions de personnel ou de collaborateurs pour X raisons du projet. Donc, le projet peut encore plus s'étirer. Ouais. Et voilà. Et puis après, il y a un phénomène, ce qui est un phénomène social, c'est que c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes nous, qui rentrent dans la société, on a un renouvellement de société. Et l'approche projet, elle est différente. Ils ont besoin, en fait, d'avoir une approche projet. Alors, je sais pas si j'appelle ça un phénomène social, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus vite épuisés ou euh, Faut que ça moins bouge, quoi. intéressés Faut que ça aille par un vite. projet long. Ouais. Pardon? Ouais, faut que ça aille Tu vois vite, ce quoi. que... Faut que ça dépasse. Ouais, faut que ça aille vite. Mais donc après, nous, on vient jouer plutôt. Là, je pense qu'il y a des astuces en termes de communication. Si vous avez un projet qui va durer 1 an, vous savez que le projet, parce que vous pouvez pas le compresser, il va durer 1 an. Ben, en fait, il faut le lotir, le découper et communiquer peut-être. Là, c'est là où de la communication, elle est assez intéressante dans l'approche projet, où vous allez dire, bon, bah voilà, on va travailler sur un projet de 2 mois, puis après, vous faites une pause pendant 2 semaines sur ce projet-là. Mais du coup, vous allez vachement mobiliser les équipes. Elles vont avoir l'impression de délivrer et elles ont délivré quelque chose. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, vous les gardez mobilisés, vous créez une dynamique. Après, vous faites une petite pause sur ce projet-là. Voilà, ils pensent à autre chose, ils font autre chose. Et vous relancez un projet qui est au final le même. C'est simplement l'O2 du projet complet. Et du coup, vous créez une dynamique qui est hyper intéressante et vous gardez vos équipes mobilisées. En fait, on crée de l'adhésion avec cette approche-là qui est hyper intéressante pour tout le groupe. Et Elsa, dans les commentaires, mentionnait, merci pour vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je le redis, le fait d'utiliser aussi le POC comme un moyen finalement d'avoir de la preuve, des projections fiables, de l'historique, de la data. Bon, je sais que c'était aussi. Nous, c'est vrai que chez iAdvise, on le perçoit, c'est très difficile de dire à quelqu'un aujourd'hui, si, fais-nous confiance, c'est innovant, ça va marcher, signons un contrat de 3 ans. Ça ne marche pas. Ce serait se marier après un premier date. Et donc, en fait, cette phase de POC, c'est aussi un moyen de montrer que ça marche et aussi d'embarquer parfois la direction sur ce projet-là. C'est un outil aussi pour toi ou pas? Ou c'est peut-être pas la bonne solution, d'ailleurs, c'est peut-être pas ce que tu recherches, hein, mais De quoi, le POC? ce côté, ouais, ce côté impact du POC aussi, avoir de la mesure, avoir de la donnée, de la data Moi, sur c'est ce qui marche. plutôt un. C'est vrai que je relais la question d'Elsa. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. C'est la OK, solution qui me paraît la plus adaptée à mon contexte. Mais OK. peut-être qu'il y a d'autres solutions en fonction des contextes qui peuvent être différents. Et je pense que il faut il faut savoir s'adapter en fonction de notre environnement de travail. OK. C'est quelque chose qui fonctionne chez nous. Peut-être que dans d'autres Ouais, après entreprises, chaque organisation. pas. Voilà, ça nous évite de mobiliser trop d'équipes. Ça permet, pour faire un peu écho à ce que j'évoquais avant, d'embarquer dedans les équipes aussi dans un projet. Et si ça marche pas, au moins, voilà, ça marche pas. Mais on aura essayé et ça, on mobilise pas trop de trésor. On avance quand même et ça nous évite d'être dans l'immobilisme. Moi, c'est vraiment le danger Mmh. sur des entités comme les nôtres. Voilà. On peut se permettre de le faire. Peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui ne peuvent pas se permettre de le faire. En tout cas, dans mon contexte, je peux le faire et donc je le teste et je le fais. Et si ça fonctionne pas, ben, c'est pas grave, mais
Mais pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne bien. À la fin du compte, tu y gagnes du temps. Et je m'y retrouve pour l'instant. Tout à l'heure, entre deux sujets, tu as évoqué une idée assez forte qui était celle que finalement, la façon dont on a appris, les méthodes qu'on a eues, les enseignements, nos écoles et tout ce qu'on applique depuis 20 ans, ça colle pas avec l'IA, ça colle pas avec comment utiliser l'IA, qu'il faut tout réapprendre. Tu gardes quoi un peu de l'ancien monde? Qu'est-ce que tu jettes? Comment tu gères ça? Même en plus, tu mentionnais tout à l'heure entre des collaborateurs qui ont 20 ans et certains qui ont 55 ans, c'est pas du tout la même dynamique. Tu peux creuser un peu cette idée-là derrière? Qu'est-ce que tu sous-entends en fait? C'est je sors là un petit peu de mon rôle, Ouais. peut-être, parce qu'on va peut-être toucher sur des sujets RH, donc je vais prendre tout ce que je dis, ça reste mon avis, mon prisme, et comment je vois les choses. C'est pas forcément c'est pas une vérité, hein, Ouais. d'ailleurs, j'en suis persuadé. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est ma vision. Déjà, je pense qu'il n'y a rien à jeter en tant que tel. Je dis simplement que les structures mentales, la manière dont on a été éduqué, formaté pendant des années, parce qu'on a été formaté pendant des années avec telle façon de travailler, telle méthode, méthode projet par exemple, d'agilité. Aujourd'hui, elles sont remises en question et c'est assez déroutant pour beaucoup de profils au sein de la société. Et, euh, et nous, on a moi, personnellement, je considère avec les équipes avec lesquelles je travaille, on a un devoir de créer du lien aussi entre une nouvelle génération qui peut arriver avec d'autres méthodes de travail, qui vont utiliser d'autres outils au quotidien, et une génération qui est là depuis des années et qui a vécu aussi beaucoup de choses dans la société, et qui font aussi la valeur même de cette société. Euh, et il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre entre les deux et à adapter ces deux méthodes de travail. Donc, comment une nouvelle génération vient challenger une ancienne, et comment une ancienne génération, en tout cas une génération qui est depuis des années, vient challenger la nouvelle aussi. C'est vrai qu'à l'époque, je prends des exemples de projets IT, c'est des kilomètres et des kilomètres de stack, de spécifications fonctionnelles, voilà, qui aujourd'hui peuvent être rédigées de façon beaucoup plus simple. Néanmoins, l'expertise de la personne qui a passé énormément de temps à rédiger ça, quand elle va lire le document, elle va tout de suite voir les différentes erreurs. Ouais. Et donc, c'est assez intéressant comment les deux peuvent se nourrir. Et donc, on est un peu une croix de transmission entre ces différentes générations, mais entre ces différentes méthodes de travail. Et ça peut être très compliqué pour une personne qui a été formatée depuis des années avec une architecture mentale. Là, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Il faut arriver à lui montrer la valeur ajoutée de son travail et l'expertise qu'il a développée pendant des années, justement pour dire, attention, tu as un rôle, tu es garant aussi de ce rendu-là. Et donc, ça va autant sur tous les sujets, en fait. Trop bien. Et il faut faire attention parce qu'en plus de ça, et je reviens sur la partie presque la marketing par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, le danger, c'est la standardisation. La déperdition de l'expertise par la standardisation, par exemple, des contenus ou des projets. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se différencier? Ouais, on ajoute trop simple et on fait des trucs très répétitifs qui. Et on envoie, c'est la course. Ouais. Et en fait, on va standardiser, on aura une déperdition de l'expertise, une dégradation de la valeur, et ça va être compliqué. Là où je prends l'exemple d'une personne qui a rédigé des quantités de FFG, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, là, elle aura une expertise pour mettre le doigt tout de suite sur des éléments qui ne vont pas. Je te rejoins à 200%. C'est d'ailleurs un peu au cœur de la thèse d'iAdvice aussi, ce côté, le site web a été le même pendant 20 ans, il y a une standardisation hyper forte, et la révolution elle viendra d'un changement drastique dans la façon dont les gens cherchent, comparent, se font conseiller, et la place que l'IA joue là-dessus, ouais, carrément. Il nous reste 5 petites minutes. Donc je vais faire une dernière question, à part s'il y en a dans le chat, mais en fait, j'ai envie d'avoir ton dernier conseil, quoi. Voilà, si quelqu'un qui est dans une maison ou une marque avec un ADN fort, des budgets serrés, voilà, et l'envie de s'y mettre sérieusement sur l'IA sans tout casser, parce que c'est ce qu'on se dit depuis le début, comment on fait ça sans tout casser, tu lui dirais quoi pour démarrer demain matin? C'est quoi en résumé ton conseil clé?
ne pas avoir peur de tester des choses, Ouais. accepter potentiellement de se tromper, mais surtout, je dirais que les plus beaux ambassadeurs sur des projets IA, notamment sur des entités comme la nôtre, c'est nos collaborateurs. Et ça, on est sur de l'accompagnement au changement, c'est du change management pur. Mm. Il faut engager les équipes là-dedans. Et en fait, innover en entreprise, c'est notamment savoir fédérer. On peut pas innover tout seul en fait dans une Mm. société. On va créer des choses, mais on va être un créateur. Mais en fait, s'il n'y a pas d'adhésion, ça change rien. Donc innover en entreprise, c'est fédérer les équipes autour d'un C'est projet. de la fédération. Voilà en tout cas ce que moi je considère comme étant le conseil que je peux donner. C'est un très joli mot de la fin, Pierre-Alexandre. Merci beaucoup. Merci. C'était passionnant et surtout, en plus, très, très concret. Je te remercie. C'est rare de traiter ce sujet-là avec autant d'exemples, autant de concret. Donc, un immense merci pour ça. Avec Si je plaisir. retiens une chose de notre échange, c'est que innover, c'est pas une question de moyens finalement, hein, c'est une question de choix et surtout d'humain. Choisir ses batailles, avancer avec des projets courts, savoir tester, s'appuyer sur ses collaborateurs et s'autoriser de se tromper, ce que tu disais aussi au début. Voilà, c'est ce qui fait l'identité de la marque et je ne peux que corroborer ton message sur le risque de l'immobilisme. Donc, je rejoins ça à 200%. Un mot pour celles et ceux qui nous écoutent depuis le début. Donc déjà, merci beaucoup encore une fois pour être aussi nombreux. Voilà, vous connaissez iAdvise maintenant, je pense. On accompagne déjà près de 400 retailers en Europe et aux États-Unis sur finalement exactement ce sujet-là, comment mettre l'IA au service de l'expérience d'achat en ligne sans dénaturer la marque. Et avec des approches de test pour préparer l'avenir. Donc voilà, si vous voulez voir ce que ça donne sur votre propre site ou sur même avoir un retour d'expérience du groupe Richard sur le produit, vous n'hésitez pas à me contacter. On est disponible avec grand plaisir. Pour ceux qui se projettent déjà dans l'été, on a un prochain webinaire la semaine prochaine sur un tout autre thème, le cahier de vacances des e-commerçants. Donc voilà, on va vous préparer des petits exercices pour l'été, pour bien préparer Black Friday, Noël. En fait, ça se joue maintenant. Et pour éviter de faire comme mon mois du passé à procrastiner tout l'été et de se réveiller en septembre, on vous a préparé ce petit webinaire cahier de vacances avec notamment les feedbacks de Cultura. On aura aussi Léa Nature et puis nos amis de Content Square et de l'agence e-commerce Banevite qui seront là. Donc voilà, un super moment. C'est le 9 juillet à 11h. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci Pierre-Alexandre de t'être Merci prêté beaucoup. à l'exercice. C'était un super moment et Avec à plaisir. très bientôt. Merci. Au revoir.